Voici des années que l'hypertrophie de la finance est perçue comme le talon d'Achille des économies avancées. Avant crise, beaucoup d'observateurs scrutaient le Big One, cette conflagration financière majeure dont l'ampleur devait reléguer la crise des subprimes au rang de simples spasmes avant-coureurs. Entre des États surendettés, des banques centrales au bilan surdimensionné, des agents privés abusant de l'artifice du levier d'endettement, des acteurs financiers de plus en plus concentrés, des prix d'actifs déconnectés des performances réelles, tous les ingrédients semblaient réunis pour que la finance joue un rôle de catalyse et d'amplification de la prochaine crise. Le séisme est paradoxalement venu de l'économie réelle et la finance, loin d'amplifier le choc, vole au secours de cette dernière. Ni krach boursier, ni effondrement de la rentabilité bancaire, ni crise d'échange, ni défaut souverain, ni faillite d'un acteur systémique, la finance offre le tableau d'une improbable résistance, à ce stade du moins. Car la situation rappelle la réplique culte du film La Haine. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Il ne faut pas se leurrer, la fuite en avant financière, même si elle sauve les meubles à court terme, constitue un saut dans l'inconnu dont nul ne sait prophétiser l'issue. La finance n'a cessé, au fil des décennies, de renforcer son immunité aux aléas de l'économie réelle en reportant le risque sur les autres agents, à travers la flexibilisation et maintenant l'ubérisation du marché du travail, à travers une externalisation toujours plus poussée qui reporte les ajustements sur la sous-traitance, à travers aujourd'hui le télétravail qui ouvre la perspective d'une flexibilisation des charges immobilières. Mais l'immunité de la sphère financière relève d'abord et avant tout de l'ampleur atteinte par la socialisation des pertes du privé à travers l'action conjuguée des États et des banques centrales. Généralisation du chômage partiel, garantie des prêts aux entreprises, recapitalisation des groupes ont pour arrière-plan un refinancement illimité des dettes publiques par les banques centrales. Et tant que dure ce compromis, la sphère financière bénéficie d'un système d'assurance et de réassurance sans limite. De fait, la stabilité de l'économie mondiale repose entièrement sur un grand jeu à la Ponzi dont les banques centrales sont devenues la caution ultime. Dans ce contexte d'immunité, on perçoit difficilement l'étincelle qui embraserait demain le système financier. Jusqu'ici, beaucoup d'observateurs voyaient dans une normalisation des taux d'intérêt le grand catalyseur d'une catastrophe inévitable. Une remontée des taux qui saisirait à la gorge les États surendettés et les entreprises qui ont abusé du levier d'endettement. Sauf que, précisément, les taux zéro, en maintenant en état de survie artificielle les entreprises potentiellement défaillantes, entretiennent une situation de surcapacité et de déflation rampante qui diffère sine die toute perspective de remontée des taux. Et qu'aujourd'hui, nul n'a intérêt à cette remontée, ni les entreprises, ni les États, ni même les banques centrales, qui, détenant une masse colossale de titres à leur actif, devraient encaisser des pertes considérables en cas de remontée des taux. L'autre zone de vulnérabilité de la finance réside dans la dégradation rampante des bilans bancaires. La politique de fuite en avant dans la dette et les crédits de trésorerie charge les banques de créances à la qualité douteuse. Si la grande vague de défaillance post-Covid a bien lieu, elle impactera par effet domino les crédits couverts par la garantie de l'État, mais aussi les crédits antérieurs, qui représentent 90% des encours bancaires. Mais même dans ce scénario, la recapitalisation par les États, l'adaptation des règles prudentielles et le refinancement des banques centrales constituent un antidote au risque de propagation systémique. On peut aussi imaginer une grande vague de défiance sur les marchés d'actions pris de vertige face au décalage entre les valorisations et les performances réelles des entreprises. Une véritable politique antitrust aux États-Unis qui ferait exploser les rêves hégémoniques et la bulle des GAFAM pourrait par exemple constituer l'étincelle fatale. Ce scénario n'est pas à exclure, sauf qu'une fois encore,
ce ne sont pas les grands fonds gestionnaires d'actifs qui prendraient les pertes, mais les tiers dont ils gèrent les portefeuilles, autrement dit, les ménages fortunés, avec des effets de second ordre sur l'activité réelle. Et l'on se dit qu'in fine, le scénario catastrophe n'est pas à rechercher dans la finance elle-même, mais dans tous les effets collatéraux et les distorsions induites par la fuite en avant financière. Concentration croissante de la richesse, barrière de prix immobilier de plus en plus infranchissable pour la classe moyenne, dégradation des parcours professionnels, sous-investissement collectif et sociaux, sacrifiés sur l'autel du renflouage de la sphère privée. Il y a là les ingrédients d'une grande conflagration sociale qui constitue la plus forte menace pour la stabilité financière.